Voilà, on va commencer. Je pense que, j'espère que vous m'entendez. D'abord, je remercie évidemment très chaleureusement les, l'équipe ADIS et de m'avoir invité, en particulier Florence Lebel et André Tiberghien. Je remercie aussi Roland Guagou avec qui on a discuté pour préparer ce travail. Et je voudrais vous prier de m'excuser pour cette participation malheureuse à distance de laquelle je n'ai pas pu, enfin, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, je vais parler de la notion de preuve culturelle euh, et avec l'idée que euh, donc je vais lancer une réflexion, c'est très exploratoire hein, sur la question de la preuve, de l'évidence, même si ça fait un certain temps que j'y travaille avec d'autres, mais en fait ça n'empêche pas que ça soit tout aussi toujours exploratoire. L'idée générale, c'est un peu comment est-ce qu'on garantit l'orientation de son action, en fait. Hein. C'est cette idée de, qui est, je bafouille parce que je suis en train de mettre mon horloge, voilà. C'est cette idée de se dire, quand on agit finalement sur des points, sur des repères, sur des points forts, et qu'on pourrait appeler en fait des preuves ou des évidences. Cette question, elle concerne la recherche en éducation, mais plus largement les sciences de la nature et de la matière, les sciences de la culture, encore plus largement les activités humaines, ce qu'on pourrait appeler, j'y reviendrai, des arts de faire, qui sont propres non seulement au métier au sens anglais de craft, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais aussi plus largement aux activités quotidiennes. J'entendais parler tout à l'heure, par exemple, de care. Bon, ben voilà, ça, c'est prendre soin d'eux, c'est une activité quotidienne. Donc, il y a deux parties, enfin trois parties dans le travail, dans l'exposé. Il y a une première partie sur la preuve, qui est une tentative de reprise et d'affinement d'un texte que j'ai écrit en 2022, qui s'appelle Vers une épistémologie des preuves culturelles. Il y a une deuxième partie avec une courte exemplification dans la recherche, dans une recherche en cours. Et puis après, il y a une coda avec quelques éléments généraux. Alors, le plan, donc, vous le voyez ici. Il y a d'abord donc genre de preuve, l'evidence-based practice, enfin, ce qu'on appelle comme ça, et le practice-based evidence. Euh, Ensuite, deux paradigmes pour la preuve, preuve et documentation, un essai d'exemplification, je l'ai déjà dit, et puis ensuite une coda où le quatrième point a disparu. Je ne parlerai pas de vérité pour aujourd'hui, en tous les cas de mon point de vue et dans cet exposé. Je vois que quelqu'un dans le chat écrit «Je n'entends rien» pour l'instant. Je ne sais pas si à distance les collègues entendent. Non, ça va, ok. Donc, d'abord, une sorte de définition, si on veut, d'une preuve. Alors, je commençais par regarder dans le dictionnaire anglais et français, puis même dans d'autres langues. Et en fait, je me suis accordé avec moi-même sur les points suivants. En gros, une preuve ou une évidence, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, on les considère comme autonomes, évidence au sens anglais, comme disait André ce matin, André Tiberghien. Ça concerne la vérité ou la réalité. Et sans arrêt, il y a ce jeu entre vérité et réalité. Un autre point, c'est elle peut se constituer dans une preuve exemple. C'est-à-dire un exemple peut faire preuve dans le dictionnaire et donc dans la sagesse des nations, comme on disait à une époque. Elle peut se référer à un sentiment affect. Un affect peut être une preuve également. Encore une fois, selon le dictionnaire, hein, je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut penser de la preuve. Elle peut référer à une habileté, un skill, par exemple. L'anglais, de mon point de vue, est toujours bien supérieur au français pour ce genre de choses. Elle peut être vue ou ressentie. Elle peut renvoyer à la qualité d'un processus ou d'un produit, à la qualité d'un sentiment. Et elle peut être logée, la preuve aussi, dans le langage lui-même. Alors, dans l'article, je reprends par exemple la notion d'évidentialité qui est propre au fait que dans les langues, et dans certaines langues plus que dans d'autres, on peut montrer le degré de certitude
qu'on a par rapport à une assertion dans la langue elle-même. Alors, finalement, cette diapo-là, si vous êtes pressé, ça serait la diapo qui résume mon exposé. Et c'est chez Hume, dans son traité, le traité sur l'entendement humain qu'il a écrit au tout début de sa vie. Et voilà ce qu'il dit. Hein. Alors je l'ai marqué je l'ai écrit dans la version, enfin, je l'ai repris dans la version originale et j'ai utilisé la traduction faite qui me semble agréable. Les philosophes distinguent ordinairement les genres de preuves comme suit: l'évidence intuitive, la démonstrative, la sensible et la morale. Vous voyez qu'en anglais, Hume n'utilise que le mot evidence. Par quoi ils entendent uniquement marquer la différence qui existe entre elles, donc entre les différents genres de preuves, et non dénoter une quelconque supériorité de l'une sur l'autre. La certitude morale, dit David Hume, peut atteindre un aussi haut degré d'assurance que la mathématique, et nos sens, assurément, doivent être mis au nombre de ce qui nous donne les preuves les plus claires et les plus convaincantes. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui va me servir de fil conducteur dans cet exposé, dans la première partie de cet exposé sur la preuve. Donc, sur la question d'evidence-based practice, c'est difficile de ne pas en avoir entendu parler, notamment après la pandémie relativement récente sur le Covid. Le golden standard de l'evidence-based practice, c'est les essais contrôlés randomisés. Ici, vous avez une définition rapide des essais contrôlés randomisés, avec l'idée qu'on construit des groupes au hasard, ça c'est très important, qu'un groupe est testé selon l'intervention, l'autre avec une intervention alternative, une intervention placebo, ou pas d'intervention du tout. Les groupes sont suivis ensuite, les résultats sont mesurés à des moments spécifiques, et tout ça est évalué statistiquement. Donc on est vraiment dans le cœur de la preuve statistique. Alors l'idée, c'est que dès qu'elle est contrôlée, dès qu'elle est fondée, cette evidence-based practice, elle répond à la préoccupation qui est fondamentale d'associer à l'expertise clinique, qui n'est pas contestée pour cela, des moyens de prouver la pertinence d'un traitement que la seule expertise clinique ne saurait apprécier. Et donc, en un sens, l'evidence-based practice, pour la plupart des praticiens de la médecine, représente un projet majeur dans l'art médical, mais elle ne remplace pas, évidemment, l'art médical, l'art clinique, etc. Alors, très vite, on arrive à cette idée de practice-based evidence. Et donc là, c'est ce que explique en 96, donc déjà, hein, très tôt, Sackett, qui dit, en gros, si vous n'aviez qu'une phrase à retenir, ça pourrait être la fin, sans les meilleures évidences, les preuves pratiques, la pratique risque rapidement de devenir dépassée au détriment des patients, mais il faut aussi une expertise de clinique sans laquelle la pratique, nous dit Sackett, risque d'être tyrannisée par les preuves, qui ne sont pas toujours applicables ou qui peuvent être inappropriées. Alors, on a bien là l'idée que, à côté de l'evidence-based practice, il doit y avoir un practice-based evidence et qui doit être mise en harmonie en quelque sorte. Les deux formes de production de preuves, d'évidence, doivent être mises en harmonie. Et là-dedans, c'est intéressant de s'accrocher, de regarder un autre praticien des sciences médicales, Green, qui dit, en fait, il faut faire attention à ce qu'il appelle la pipeline conceptualization, etc., de l'implémentation qui consiste à transférer la recherche vers les pratiques, puisque finalement, on arrive à des evidence-based guidelines qui sont en fait, qui se signalent par, je l'ai écrit en gras, une mauvaise adéquation aux circonstances pratiques, aux circonstances de la pratique. C'est bien ce problème-là qui nécessite en quelque sorte d'aller au-delà des evidence-based practice. Alors,
j'ai nommé ceci, ce qui pourrait faire preuve dans les practice-based evidence, je l'appelle donc preuve culturelle. Alors pourquoi preuve culturelle? Alors, on a appelé ça dans un premier temps une preuve anthropologique, ça revient à peu près au même, mais l'idée d'appeler preuve culturelle, ça insiste sur le fait, c'est mon troisième paragraphe là, que les preuves sont liées à la vie des êtres humains, aux pratiques, à leurs pratiques, à leur culture. Alors ce qui est très intéressant, c'est de noter que ces preuves revêtent un statut scientifique dans de nombreuses sciences de la culture, c'est une évidence, l'anthropologie, l'histoire et bien d'autres, les recherches en éducation par exemple, mais comme l'a montré Polanyi dans son travail sur la tacit knowledge, elle figure aussi, selon lui, alors qu'il était lui au départ un scientifique de la nature, c'était un chimiste, elle figure au cœur des sciences de la nature, au cœur de l'art de faire des scientifiques. J'ajouterais qu'une preuve culturelle, donc, c'est lié à ce qu'on pourrait appeler l'évaluation, la valuation ordinaire des pratiques. Quand vous poursuivez vos affaires et quand quelqu'un poursuit ses affaires dans n'importe quelle portion du monde social, sans arrêt, c'est un peu ce que je disais au début, il ne cesse de réguler son propre comportement et celui d'autrui en fonction des buts qu'il s'est donnés. Il cherche continuellement à garantir l'orientation de son action. Dans une très grande proportion de cas, c'est le dernier paragraphe de ma diapo chargé, comme vous l'avez vu, ils ne s'appuient pas, ces personnes-là ne s'appuient pas sur des preuves statistiques, mais sur des preuves culturelles, produites par leur connaissance intime du domaine de pratique dans lequel ils évoluent. Alors, je vais maintenant avancer un peu plus sur cette question de preuves culturelles. Selon moi, dans le genre de preuves culturelles, il y a deux types de preuves. Alors, les preuves de première espèce, j'ai appelé ça comme ça, et des preuves de deuxième espèce. Alors, les preuves de première espèce sont les preuves communes. Hein. Et voilà cet exemple de William James, repris bien plus tard par Rizzolatti et Sinigalia. William James dit, c'est l'hiver, en substance, je paraphrase, nous nous réveillons dans une chambre glacée, nous répugnons à nous lever, il nous semble que nous ne pourrons jamais accomplir ce geste. Puis à un certain moment, tout d'un coup, pris par autre chose, nous nous levons, la chose que nous n'étions pas décidés à faire, nous la faisons. Et cet exemple-là est extrêmement intéressant, il est utilisé deux fois par James à une vingtaine d'années d'intervalle, puis très contemporainement par Isolati et Sinigalia, pour montrer finalement le passage de l'intention à l'action et montrer la complexité de la chose. Donc ça, c'est ça que j'appellerais une preuve commune, c'est-à-dire c'est un lieu commun de l'expérience, c'est l'expérience commune d'un monde commun, et cette expérience commune d'un monde commun, ça s'appelle la culture, d'une certaine manière. Et donc la preuve culturelle, elle fait paradigme, au sens de, c'est dans Aristote qu'on retrouve les premières explicitations de ce terme-là dans ce sens-là, enfin, ma connaissance, mais je me trompe sûrement. En tous les cas, Hacking, l'épistémologue des sciences, récemment décédé, l'a repris dans son introduction de 2012 au livre majeur de Kuhn sur la structure de la révolution scientifique. C'était l'édition du cinquantenaire. Et il dit ceci, il dit en fait, quand il parle de paradigme, Kuhn renvoie d'une certaine manière à Aristote et au fait que un paradigme, c'est quelque chose, c'est un exemple, hein, d'abord en grec, et il a le statut d'un proverbe que tout le monde connaît et utilise pour guider et garantir son action. Finalement, dans ce que un épistémologue des sciences majeures, de mon point de vue, nommé Nancy Cartwright, a relevé, ça a un peu le statut d'une morale de fable. Alors, j'ai indiqué ici fiabilité, point d'interrogation, point d'exclamation, pour dire que, évidemment, quand on parle de tout ça, ça n'est pas, quand on parle d'évidence, ça n'est pas pour dire que par le seul fait d'avoir prononcé le mot évidence, on parle de choses d'évidence fiables. Hein. Toute preuve, si on revient au genre de preuve explicité par notre ami David Hume, on voit bien que chaque preuve, chaque genre de preuve est par définition soumise à suspicion, hein, celle-ci comme les autres. La deuxième espèce de preuve sur laquelle je voudrais m'étendre, qui elle joue, de mon point de vue, un rôle crucial, pourrait jouer un rôle crucial, c'est ce que j'appelle les preuves de connaisseurs pratiques. Alors, j'ai donné un exemple que je poursuis depuis très longtemps, mais là j'ai fini par le rattraper. C'est le suivant. Voilà, c'est écrit, vous pouvez le lire en lecture rapide, je vais le lire, mais ça vous permettra
de mieux saisir ce que je veux dire. Donc c'est un maître de nos, son élève, ils sont dans une auberge, les cloisons sont très fines, puisqu'on est au Japon, évidemment, et tout à coup, les deux hommes entendent un chant de nos s'élever d'une chambre voisine. Le maître dit à son élève, tu vas voir, je vais chanter, celui qui chante va s'arrêter. C'est ce qu'il fait, et ce qu'il a prévu arrive. Un peu plus tard, le maître et l'élève entendent un autre chant qui s'élève d'une autre chambre. L'élève dit au maître, faites-le taire, comme vous avez fait taire le premier. Et le maître répond, non, c'est impossible. Alors l'élève insiste, et encore insiste. Le maître continue à refuser, puis finalement il s'explique, il explique, il rend le tacite explicite et il dit non, non, c'est impossible. Le premier que j'ai fait taire, c'était un bon chanteur de nos. Il a apprécié mon chant et il s'est tué un signe de reconnaissance. Le second, c'est un débutant. Il ne va pas comprendre, il va hurler pour couvrir ma voix, donc laissons-le chanter. Alors, j'ai fait un certain nombre d'analyses. Je vais aller vite là-dessus. Sinon, je n'aurai pas le temps d'arriver au bout de ce que je vais faire. Mais en gros, première analyse, ce qui fait preuve pour le premier chanteur de nos, vous le voyez bien, vous le comprenez bien, ne fait pas preuve pour le second. Hein. Et autrement dit, cette preuve, on voit bien là que la preuve culturelle, c'est la preuve de connaisseurs pratiques d'une activité. Hein. Elle renvoie à un skill, un craft, on pourrait dire aussi à un art de faire. Voilà, c'est l'art de faire du chanteur de nos qui n'est pas réductible à celui de son élève ou à celui des autres chanteurs qui sont dans la même auberge. Un autre point, c'est l'analyse numéro 2, là, c'est finalement le maître de nos est capable de produire la pratique correcte. Et pourquoi est-ce qu'il produit la pratique correcte? Parce qu'il a l'intelligence du no. Alors, vous voyez, là, je m'engage, la pratique correcte, en général, ça peut très bien hérisser de nombreuses capillarités, mais je parle ici de pratique correcte et je continuerai à en parler. Alors, cette idée cet exemple-là a été critiqué de manière très intéressante par un collègue, Yann Vuillet, qui, en lisant l'exemple, a dit finalement, ça, c'est problématique parce que la didactique, dans ce cas, elle adopte le raisonnement de l'institution, sous-entendu l'institution du no, sans critiquer l'institution et sans voir suffisamment que le maître et le débutant sont fondamentalement égaux, dans le sens que ils sont tous deux ignorants. On pourrait même dire que le maître, puisqu'il sait tout ce qu'il ignore, est plus ignorant que le débutant d'une certaine manière. Donc ce point de vue didactique, c'est cet argument-là, inféodé à une institution, ici l'institution du no, ignore l'égalité d'intelligence entre le maître et l'élève. Alors, critique de la critique, elle est particulièrement intéressante, mais je reviens sur tout ça. Alors, cet exemple me semble important, c'est pour ça que je passe un certain temps à le décrire, évidemment. Premier point, l'exemple du chanteur du no, il prend le point de vue de la culture. Hein. Donc, et elle montre que c'est très difficile d'appréhender ce qui fait une pratique correcte si l'on n'a pas effectivement ce rapport à la pratique de connaisseurs pratiques. C'est donc un exemple emblématique de l'incertitude d'appréhender une pratique correcte. Pour celles et ceux qui voudraient imposer très vite et trop vite, tout le temps, évidemment, des pratiques correctes à d'autres. Deuxièmement, pour insister, il semble que lui attribue à la didactique une fonction tout à fait intéressante, hein, c'est-à-dire mettre les trois chanteurs sur un pied d'égalité. Mais on peut avoir cette idée tout en cherchant à se dire qu'une fonction essentielle de la didactique, c'est de comprendre pourquoi une pratique correcte est considérée comme correcte au sein d'une institution particulière. Évidemment, de mon point de vue, ça ne minore en rien la concrétisation de l'égalité des intelligences. Simplement, l'intelligence du no du maître est bien plus subtile pour l'instant que celle des débutants. Et il faudrait pouvoir comprendre pourquoi, pour que l'égalité d'intelligence puisse s'exercer vers la création d'intelligence des élèves. On aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça. Alors, je voudrais reparler d'une autre critique, là, après celle de Yann Vuillet, de la notion de preuve culturelle. Et je remercie Roland Guagou qui m'a signalé le livre dans lequel cette critique figurait.
Alors voilà ce que disent Van der Maren, Gauthier et Bissonnette. Il n'y a pas de preuves culturelles, ce ne sont que des indices, souvent peu discriminants, mais partagés par certains groupes culturels ou professionnels pour juger de la conformité des productions à leurs attentes, fondées sur des habitudes, sur des traditions, sur des idéologies. Alors, la critique, évidemment, de mon point de vue, ce que décrivent ces auteurs doit être relativisé. Et je mets une série d'hypothèses de travail là, dans cette diapo qui me semble importante. C'est un peu un autre cœur de l'exposé. Toute preuve qu'elle soit peut être conçue comme relevant de la conformité des productions à leurs attentes, celles des groupes culturels et professionnels, fondées sur des habitudes, sur des traditions, sur des idéologies. C'est-à-dire que là où on voit un défaut, moi je vois où on peut voir un défaut, je vois une réalité. Hypothèse de travail suivante, des épistémologues des sciences, Fleck par exemple, ou chez les contemporains Nancy Cartwright, dont j'ai déjà dit un mot, plus récemment Asok Chang, seraient probablement prêts à soutenir qu'il s'agit là d'une définition possible pour les preuves les plus solides dans les sciences de la nature et de la matière. De fait, en fait, tout dépend des habitudes et de la tradition, hein, puisque Van der Maren, Gauthier et Bissonnette parlent des habitudes et de la tradition. Et ce qu'on pourrait affirmer, c'est que c'est parce qu'on a les habitudes et les traditions de la physique newtonienne qu'on accepte les preuves relatives aux lois de Newton. Parce qu'on est dans un style de pensée, comme disait Fleck, newtonien. Même chose pour le style de pensée darwinien. Évidemment, ceci n'est aucunement relativiste. Ça ne veut pas dire que toutes les traditions se valent, ça ne veut pas dire que toutes les preuves se valent. Autrement dit, la question de la fiabilité, là aussi, est encore posée et répond exactement à la même structure de réflexion que tout autre, que tout autre type, que toute autre espèce de preuve. Alors un mot sur, maintenant, passer l'idée de preuve culturelle à l'éducation. Les remarques l'étude de Brousseau, les études de Brousseau sur Pagnol, qui était un grand didacticien euh, avant l'heure, un grand didacticien spontané, comme on disait Bourdieu à propos des sociologues. Ben, l'effet Topaz et l'effet Jourdain sont des exemples de preuves culturelles communes en éducation. Quand on connaît l'effet Topaz, on le connaît parce qu'on a été élève, voire professeur, mais en tous les cas élève, et on sait très bien que quand le professeur dit il faut écouter la voix de sa con, de sa con, de sa con, il y aura toujours un élève qui va dire il est possible qu'un élève dise la voix de sa concierge plutôt que la voix de sa conscience. Voilà. Ça, c'est l'effet un effet Topaz, un défaut d'effet Topaz, parce que ça n'a pas que des défauts. Mais il y a des preuves culturelles communes en éducation, évidemment, il y en a certainement beaucoup, on pourrait les regarder, mais il y a difficulté de construction en éducation des preuves culturelles de connaisseurs pratiques. Alors je reviendrai là-dessus. On pourrait déjà estimer en première approximation que ces preuves de connaisseurs pratiques en éducation, elles peuvent être fournies à la fois par la connaissance effective des savoirs transmis, et par celle des manières et stratégies utilisées pour accomplir cette transmission. Je renvoie au travail pionnier de Lee Schulman avec son idée de pedagogical content knowledge. Mais il y a beaucoup d'autres choses passionnantes dans le travail de Schulman. On pourrait dire, par exemple, que la connaissance effective, culturelle, d'un savoir mathématique ou littéraire, géographique, par exemple, peut amener le ou la professeur à comprendre que tel comportement de tel élève est précieux ou problématique. Donc c'est ce qu'on travaille dans notre collectif, là, vers la notion de parenté épistémique, des pratiques du connaisseur pratique avec l'activité didactique. Et c'est une vieille phrase de Peggy que l'on remet au goût du jour et qu'on utilise continuellement. Enseigner, c'est assurer la représentation de la culture. Et ces représentations au sens vraiment du mot public. Hein. Ce n'est pas les représentations qu'on a dans la tête, c'est les représentations qu'on construit. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-François sur les cartes, il a utilisé le mot d'ailleurs, sur la cartographie, ce sont des représentations. Les représentations rendent intelligent parce qu'elles renferment d'une certaine manière la culture, certaines représentations bien sûr, c'est toute la question. 2 points d'attention sur ces questions de preuves culturelles en éducation. La première, c'est que les preuves culturelles de deuxième espèce, là, au sens je le dis, les preuves de connaissances pratiques, sont difficilement atteignables dans des évaluations habituelles. Hein.
C'est difficile dans une épreuve d'évaluation standard d'atteindre ça. Ou alors, à cause des contraintes qui pèsent sur ce genre. Deuxième point qui est plus important que le premier, qui, comme vous voyez, est plus construit. Alors, vous pouvez lire que le gras pour gagner du temps, mais la question des connaisseurs pratiques d'une pratique, c'est que c'est une connaissance collective. Elle repose, cette connaissance, sur un collectif qui reconnaît et transmet les arts de faire, les craft and skills, qui constituent la connaissance pratique et le jargon qui l'accompagne. Je sais que je suis avec des gens, je parle avec des gens qui sont férus de langage. Ce que j'appelle le jargon, c'est le langage associé à une pratique, et c'est évidemment absolument crucial. Ce faisant, ces collectifs dont je parle, ils assurent l'autonomie de la profession considérée. C'est la vieille idée bourdieusienne d'idée d'autonomie d'un champ. Mais lorsqu'on considère la profession de professeur, on s'aperçoit que cette profession manque de ce type de collectif et de ce système de connaissances, et donc de cette forme de reconnaissance. Comme l'ont souligné d'abord Zioni et puis Chevalard, ces métiers sont des semi-professions. Semi-professions, ça ne veut pas dire que les gens sont des incapables, hein, c'est tout le contraire. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le degré de reconnaissance d'une profession. Hein. La semi-profession de professeur, par exemple, ne dispose pas d'un système de connaissances reconnu sur lequel s'appuyer. Et donc, finalement, on saisit d'abord comment on saisit ainsi comment le problème de la connaissance pratique d'une pratique et des arts de faire qu'elle suppose est d'abord un problème politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire en gros ce collectif-là qui prétend à donner des preuves de la qualité de son activité, en quoi est-il reconnu dans la société. Donc l'idée, ça serait que une part décisive de la recherche en éducation pourrait constituer à déterminer, puis à construire, c'est mon dernier paragraphe là, les conditions qui permettraient que soit reconnue au professeur une connaissance pratique qui assure le passage de l'actuelle semi-profession à une profession autonome. Alors avec quelques autres collègues, on a commis il y a quelque temps un manifeste pour une solidarité essentielle entre la profession de professeur et la recherche en éducation, sur lequel je pourrais peut-être revenir tout à l'heure. Alors, très rapidement, à cette duplication, en fait, à ces deux espèces à ces deux genres de preuves, genre de preuves statistiques, genre de preuves culturelles, correspond deux types de paradigmes. Pour aller très vite, le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le paradigme du traitement, la quantification des comportements. C'est-à-dire que pour quantifier les comportements, il y a longtemps, il y avait des Boltanski et les collègues qui avaient travaillé sur la mise en équivalence dans la société des éléments. Il faut une mise en équivalence. C'est-à-dire si vous faites un randomized control trial, un essai contrôlé randomisé avec 2000 personnes, sous une certaine description, le traitement va être le même, l'action, le comportement va être le même pour ces 2000 personnes. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on atteint une grande puissance et une grande productivité si on est dans le paradigme du traitement. Mais quand on est dans un travail comme le nôtre, on n'est plus dans le paradigme du traitement, on est dans un paradigme que j'ai appelé de l'accomplissement. C'est-à-dire que, en fait, brève histoire, on s'aperçoit bien que lorsqu'on fait des essais contrôlés randomisés en éducation et qu'ensuite on cherche à les appliquer, entre guillemets, à la pratique, ça marche très mal pour environ 90% des cas. Et l'idée que ça ne marche pas, c'est que finalement un seuil de similarité suffisant entre les pratiques de personnes pratiquant la même méthode n'est pas atteint. Pourquoi? Parce que en fait, l'idée c'est que pour l'enseignement, d'ailleurs comme pour plein d'autres activités, un art de faire, un art du métier, des skills and crafts suppose d'être travaillée, d'être comprise pour l'accomplissement. Donc, on pourrait poser la question qui est en gras au bas de la diapo, plus précisément, que faut-il avoir compris d'un dispositif et d'une manière d'enseigner associée, de ce qu'on pourrait appeler un système stratégique didactique, constitué par un dispositif, qui peut être aussi un contre-dispositif comme on le disait ce matin, ainsi que les stratégies, les gestes d'enseignement qu'il requiert
pour le mettre en œuvre adéquatement, hein, ce dispositif. Alors, l'idée, c'est que finalement, on pourrait se dire que dans le paradigme de l'accomplissement, les preuves culturelles peuvent devenir des preuves d'efficacité. Mais alors, comment faire avec? Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure un petit peu. C'est cette idée qu'on a appelée parenté épistémique entre le connaisseur pratique, la connaisseuse pratique et l'activité didactique. Hein, c'est-à-dire que on peut considérer qu'un régime de preuve culturelle d'efficacité, ça consiste à attester de comportements d'élèves et de professeurs qui donnent à voir une connaissance présente dans des comportements donnés. Par exemple, l'élève qui étudie une fable en percevra l'essentiel, comme en percevrait finalement un lecteur lettré, et sera prêt ou mutatis mutandis, et sera prêt à son tour à produire des fables du même type. Ce qui veut dire donc ça que si on met le doigt dans la question des preuves culturelles, on met le doigt dans le problème de la documentation de la pratique. Alors, dans le texte, là, j'ai développé ces exemples. Là, je ne vais pas les développer, je n'ai pas le temps de le faire. Mais enfin, il y avait deux choses qui m'avaient amusé, mais il y en aurait 10 000 autres. Hein. C'est d'abord le pudding d'Engels, hein, dans un de ses livres. Engels dit, au départ, l'argumentation était l'action, hein, au commencement était l'acte, dit-il en reprenant le Faust de Goethe. Et l'action humaine a résolu la difficulté bien avant que la subtilité humaine l'eût inventée, phrase très profonde, et la fameuse phrase là, hein, alors Engels lui-même traduit par la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Hein. Alors on pourrait dire c'est dans l'acte de le manger avec le eating, mais bon, écoutons la traduction de Engels qui devait savoir ce qu'il faisait. Mais peu importe. Et puis, ça, c'est l'action, la documentation, c'est documenter l'action. Et puis, la documentation, c'est aussi documenter le concret. Il y a une histoire magnifique là, de La Fontaine sur Ésope. Je crois que c'est de La Fontaine, mais c'est à vérifier. Et en gros, on condamne pour des raisons, vous pouvez lire le texte là, en lecture rapide, on condamne, on convainc pour des raisons bizarres Ésope d'avoir volé des figues. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a acquérir de l'eau tiède, il a bu en présence de son Seigneur, il s'est mis les doigts dans la bouche, et ce qui s'ensuit, ça rend autre chose que cette eau seule. Et les voleurs de figues qu'il avait attaqués sont soumis à la même épreuve, et évidemment, l'eau ne la laissa pas d'agir et de mettre en évidence les figues toutes crues encore et toutes vermeilles. Je profite que ce n'est pas le moment du repas. Donc, en fait, par ce moyen, Ésope se garantit. Donc là, il y a une espèce de congruence que je trouvais intéressante entre l'action et le concret, hein, pour produire une évidence, une preuve. Dans cette question-là, on peut essayer de réfléchir un peu à ce que c'est que finalement un document. Et donc, il y a un très beau travail de Brillet, un livre fondateur en 1950, qui est en ligne sur Internet, qui commence en disant, tout ça c'est de Brillet, hein, qui commence en disant, une bibliographe contemporaine soucieuse de clarté a lancé cette brève définition, le document est une preuve à l'appui d'un fait, puis on en arrive à toute base de connaissances fixée matériellement et susceptible d'être utilisée pour consultation, étude ou preuve. Et puis plus tard, on a la définition même de Brillet, tout indice concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de représenter, de reconstituer ou de prouver un phénomène physique ou intellectuel. Une étoile est-elle un document? Un galet roulé par un torrent est-il un document? Un animal vivant est-il un document? Non. Mais ce sont des documents, les photographies, les catalogues d'étoiles, les pierres d'un musée de minéralogie, les animaux catalogués et exposés dans un zoo. Et on retrouve ici, là, le sens de représentation que Ian Hacking définit dans son livre qui s'appelle, très improprement en français, Concevoir et expérimenter. Hein. Ce sont des représentations, en fait, ces photographies, ces pierres et les animaux catalogués et exposés eux-mêmes.
Alors, pour l'épreuve d'efficacité, en fait, c'est bien l'idée centrale là, de documentation qui va être, que je vais mettre en évidence. Alors, l'idée ici que je vais déployer maintenant un petit peu, c'est la chose suivante. On peut constituer en preuve des films annotés de la pratique, des systèmes intermédiaires de description de la pratique, ce qu'on a appelé les ch'tis dans notre équipe, un système hybride de texte, image, son. Alors, pour ça, je vais parler d'une recherche qu'on est en train de faire là, qui s'appelle la recherche DEC, détermination d'efficacité en expérimentation contrôlée en enseignement et apprentissage. Elle est soutenue par la DGESCO. Bon, là, vous voyez, c'est des chercheurs, des professeurs d'école, au sein d'un LEA, qui est, Lucria ce matin a insisté sur cette importance du type de travail et évidemment, je pense que l'ILEA joue un rôle majeur et devrait jouer un rôle encore bien plus important dans la recherche en éducation et sur plusieurs académies. Alors, le travail là qu'on fait, c'est un travail qu'on dit être en ingénierie coopérative. Alors, on vient de publier un livre très beau et un peu cher, hélas, que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Un art de faire ensemble, les ingénieries coopératives. Alors, les principes d'une ingénierie coopérative sont les suivants, puisque cette recherche DEC là, se fait dans une ingénierie coopérative. Il y a un fonctionnement itératif, donc production commune de séquences, mise en œuvre, évaluation, nouvelle mise en œuvre, etc. Il y a une détermination commune aux professeurs et aux chercheurs des fins et objectifs de la séquence. C'est une vieille idée de John Dewey, ça. Les puissants déterminent les fins et les faibles s'occupent des moyens. Recherche de symétrie professeur-chercheur. Je crois que toute la journée a été parcourue par cet effort, alors professeurs-chercheurs ou migrants et chercheurs, etc. Étudiants et chercheurs. Il faudrait voir exactement ce que ça peut vouloir dire, mais on en parlera. Reconnaissance des différences entre professeurs et chercheurs. Chercher la symétrie, ça veut dire qu'on se refuse à une division du travail constituée a priori. Mais ça ne veut pas dire qu'on se refuse à regarder les différences, évidemment. Et puis, il y a une posture d'ingénieur. Cette posture d'ingénieur, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a indiscernabilité pratique entre le professeur et le chercheur. C'est-à-dire que l'un comme l'autre sont en train de travailler sur un problème réel de la pratique. Puis, on coopère pour produire une œuvre commune. Ça veut dire c'est quelque chose de très concret. Hein. On coopère pour produire une séquence d'enseignement. Et puis, on coopère pour produire des connaissances. Hein. Par exemple, des connaissances sur telle manière d'enseigner telle chose, mais pas que. Donc là, vous voyez, par rapport à ce matin et à ce qu'on disait à un certain moment en distinguant pour la commodité de l'argumentation recherche académique et recherche non académique ou recherche action, que sais-je, euh, dans une ingénierie coopérative, dans une recherche coopérative, il y a à la fois une finalité anthropologique, mieux comprendre les êtres humains, et une finalité ingénierique, mieux agir pour la vie bonne. Et donc, pour nous, la recherche coopérative, alors si on emploie ce terme de recherche académique, c'est le meilleur moyen de faire de la recherche académique. C'est-à-dire le fait de travailler professeur-chercheur en symétrie, ça n'est pas par bonne volonté d'être gentil avec les professeurs, c'est par nécessité épistémologique pour produire de la meilleure recherche. On y reviendra peut-être. Alors, la recherche DEC, là, bon, j'aperçois qu'évidemment, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ce dont je voulais vous parler, donc je vais faire quelques remarques là-dessus, puis sauter à mes conclusions, donc je ne diffuserai pas la vidéo. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'au sein d'une ingénierie coopérative, donc, une séquence d'enseignement qu'on produit sur la création et la résolution de problèmes, on l'a mis en œuvre d'une manière quasi expérimentale, pré-test, séquence, post-test, dans une douzaine de classes de professeurs-chercheurs de l'équipe de recherche avec lesquels on travaille depuis une dizaine d'années, et dans un groupe élargi d'une centaine de classes. On cherche à déterminer l'efficacité de la séquence elle-même,
Et puis, on construit au sein de l'ingénierie coopérative un accompagnement des professeurs du groupe expérimental, pas des professeurs-chercheurs de l'équipe de recherche qui font partie de l'équipe de recherche, eux sont accompagnateurs, mais le groupe élargi d'une centaine de classes, parmi ces classes, certains professeurs sont accompagnés. Alors, ils sont accompagnés comment? Voilà, c'est ça où je voulais éventuellement vous montrer quelque chose de plus près, mais je suis à 38 minutes 43 secondes, donc si tout va bien, je n'aurai pas le temps, donc je vais simplement donner juste là un coup d'œil. Donc, ces systèmes hypermédias, vous en voyez là un qui est passé, vous avez une classe de CE1, CE2 pendant une séance d'anticipation, au cours de laquelle les élèves les moins avancés travaillent avec le professeur avant pour pouvoir ensuite travailler en précédant d'une certaine manière le reste de la classe, ce qu'ils ne font jamais. Et là, on passe de ce qu'on appelle une situation non problématisée, c'est-à-dire, vous voyez, dans une classe, il y a 20 élèves, 13 élèves mangent à la cantine, 7 élèves mangent à la maison, et on essaie de réfléchir comment on peut fabriquer des problèmes avec ça. Donc vous avez une vidéo qui tourne, vous avez la zone de jargon en haut à droite, vous avez une explicitation, vous avez le transcript qu'on ne voit pas ici qui défile sous la vidéo, et puis une zone de description de la pratique, en gros, qui explicite ce qui est en train de se passer. Ici, là, donc, j'essaie de vous montrer qu'on va dans le sens de ce qu'on cherche à faire quand on dit une preuve culturelle, ça suppose de construire une posture de connaisseur pratique. Et pour cela, pour construire une posture de connaisseur pratique, évidemment, il faut parler de la pratique. Donc, le système hybride, là, le système hypermédia, c'est une documentation des pratiques par des systèmes de représentation, c'est un instrument de dialogue au sein de l'ingénierie coopérative, et ça produit donc des exemples exemplaires. Alors, je vous passe de détails. Là, on pourrait détailler comment le STI est produit. Alors, des STI, actuellement, par exemple, dans la recherche, il y en a 19, et ils sont entre 5 et 15 minutes. Plus de 15 minutes, en général, on évite. Donc, la vidéo que vous n'avez pas vue, l'amélioration des preuves culturelles, évidemment, pour ces preuves-là, il y a toujours le point d'exclamation, point d'interrogation, fiabilité. Alors là, je donne un certain nombre de dimensions pour améliorer les preuves. D'abord, améliorer le processus de documentation lui-même, dans un processus de représentation qui permette à la création collective d'intelligence. On peut aussi, évidemment, envoyer l'amélioration à la pratique elle-même. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert. La troisième amélioration renvoie à la normalité de la pratique considérée. C'est-à-dire, quand on voit un élève avoir un comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a combien d'élèves, par exemple, dans une classe qui sont capables de ce comportement? C'est une question absolument cruciale qu'il faut traiter, évidemment. La quatrième dimension réfère à la mise en synergie de ces preuves avec des preuves statistiques. J'avais prévu quelque chose aussi, mais je n'aurai pas le temps. Et la cinquième dimension réfère à la cumulativité des travaux de recherche, la cumulativité des travaux de recherche au sein d'une communauté suffisamment organisée en parallèle. Alors, ici, là, je voulais vous montrer comment on pouvait travailler concrètement. C'est ce qu'on commence à faire cette année. Donc, ça sera pour plus tard, sur la mise en synergie des preuves culturelles et des preuves statistiques. Voilà, donc je n'aurai pas le temps de travailler là-dessus, mais éventuellement, on pourra y revenir si jamais ça vous intéresse. Donc, j'en reviens à mes codas, donc les 3 minutes qui me restent. Premièrement, première coda, c'est cette idée que on cherche à construire des exemples emblématiques, supposés potentiellement devenir des exemples exemplaires, hein, au sens de Thomas Kuhn. On attire l'attention sur le fait que produire des sciences de la culture fondées sur des cas, élevés en exemples exemplaires, pourrait avoir des conséquences majeures sur ces sciences. On attire aussi l'attention sur le cas que quand on dit exemple exemplaire, c'est pas l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, hein, pour prendre le titre d'un livre fameux. C'est pas un modèle qu'on donne au peuple pour s'édifier. C'est une incitation à la compréhension et à l'imagination. Et par exemple, dans les systèmes qu'on travaille avec les professeurs des classes expérimentales avec lesquelles on travaille, eh bien, ceux-ci reviennent en retour reviennent sur le système pour en proposer des améliorations.
Donc ici, on voit vraiment à quel point la recherche qu'on fait, et je pense que les exposés qu'on a eus aujourd'hui étaient vraiment très exemplaires de ça. On est dans la continuité du travail de Ginsburg, on développe une théorie et une pratique de l'indice, hein, paradigme indiciaire en français, et en anglais d'ailleurs evidential paradigm, hein, puisque Ginsburg est un auteur de langue anglaise aussi, en tant que, puisqu'il a été professeur longtemps en Californie. Et donc, il y a vraiment à penser les relations entre paradigme indiciaire et paradigme galiléen. Hein. Le paradigme galiléen, c'est un terme de Ginsburg. Deuxième point, c'était voilà, l'idée de généralisation. Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de rentrer dans les détails, mais Jean Bazin, qui est un anthropologue français décédé en 2000, là, 2002, c'est posthume, bien qu'il ait écrit ce texte avant, évidemment, il contraste une façon de généraliser avec le principe de généralisation statistique. Hein. Donc, il cite cette histoire-là en s'appuyant sur Wittgenstein. Après sa mort, les derniers disciples de Schubert ont découpé ces partitions en petits morceaux, les ont distribués à ses élèves préférés. Et enfin, ils ont fait ça eux-mêmes, de l'autodistribution. Et Wittgenstein dit c'est une marque de piété qu'on peut comprendre, même si nous, on aurait choisi de les conserver intacts et à l'abri de tous. On les comprend. Et ce matin et cet après-midi, le terme compréhension a été utilisé plusieurs fois. Il me semble absolument crucial à la question des preuves culturelles. Et donc, la généralisation ici, pour Bazin, que je reprends délibérément à mon compte, c'est un élargissement, une généralisation des voir comme. Vous voyez la piété d'une certaine manière, et grâce à ce que vous apprenez des élèves de Schubert, vous la voyez d'une autre manière. Vous avez un autre voir comme. Et donc, les preuves culturelles, en tant qu'exemple exemplaire, quand on peut en faire des exemples exemplaires, sont des outils de généralisation. Et puis, dernier point, je vais m'arrêter là, c'est l'idée de l'intelligence. Alors, je suis tombé sur une citation de Edgar Degas, qui, parmi d'autres choses remarquables qu'il a dites dans sa vie, n'a pas fait que peindre, ce qui aurait été déjà bien suffisant. Il a dit ceci: le jour où on a commencé d'écrire intelligence avec un I majuscule, on a été foutu. Il n'y a pas l'intelligence avec un I majuscule, on a l'intelligence de ceci, de cela. Et il ajoute même, il ne faut avoir d'intelligence que pour ce qu'on fait. Et je pense qu'on pourrait faire une paraphrase orientée de l'assertion de Degas. L'intelligence 2 est celle que l'on déploie dans les arts de faire de la culture. Et là, je mets quelques éléments qu'on pourrait mettre tout aussi bien au féminin, bien entendu. Donc, l'idée, c'est que l'intelligence est une compréhension pratique d'une pratique dans sa culture, qu'elle est donc étroitement indexée à une pratique de la culture, et que la preuve culturelle, pour finir tout à fait, repose donc sur l'intelligence d'une pratique qui est donnée dans la culture. Voilà, je vous remercie. Je suis chargé en 15 minutes de discuter l'intervention de Gérard, dont la densité ne vous a pas échappé, en disposant des textes de 2022, mais pas de ce qu'il a présenté aujourd'hui sur la moitié de son exposé. Et il n'est pas venu me voir hier soir. Oui, on va voir. Vous avez compris que le projet de Gérard, évidemment, c'est l'amitié que j'ai pour lui aussi qui m'amène à être là, et je partage cette ambition quand il dit obtenir une égale dignité des différents genres de preuves. Il a commencé comme ça, en citant Hume. Évidemment que j'aspire à la même chose, sans pour autant négliger la question de savoir si ces différentes preuves ont une égale force. On peut avoir la même dignité et pas la même force. Qu'est-ce qui est tenu pour vrai par une communauté? Et de quelle communauté parle-t-on? Est-ce que c'est de la communauté des enseignants? Est-ce que c'est la communauté scientifique? Ou est-ce que c'est éventuellement la communauté des politiques?
qui font quelque chose des productions de connaissances. Alors évidemment, il était important, depuis des années on le fait, de s'opposer à cette espèce d'hégémonie des evidence-based, en plus en France, portée de manière caricaturale par notre Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc oui, il faut dénoncer ça et nourrir autre chose. Mais ce n'est pas pour autant que... et il a eu la prudence de commencer en montrant l'intérêt de combiner des logiques quantitatives et qualitatives pour, moi je dirais, pour conserver au fond le projet qui est peut-être le nôtre, le même objectif, c'est quand même de concevoir des dispositifs. Vous avez vu l'importance qu'il a accordée à la conception des dispositifs, des ingénieries didactiques, des séquences, des scénarios, des outils, peu importe comment on appelle ça, on va dire des dispositifs, de les concevoir et de fonder les recommandations que les chercheurs, les formateurs, les politiques, enfin, ou les dirigeants administratifs, qui sont les bras armés des politiques, font aux enseignants, fonder ces recommandations sur des éléments rationnels. Je pense que ce projet-là, il nous unit, il reste le même, en tenant compte des contextes, et évidemment, ça suppose de produire des preuves qui fassent autorité et qui soient la légitimité, qui fondent la légitimité des préconisations et des conseils, ce que, d'une certaine manière, il laisse entendre quand il parle, c'est ma lecture, et il va réagir à ma lecture, hein, de pratiques correctes. C'est bien quelque chose qui relève d'une pratique. Il n'a pas employé la formule bonne pratique, mais derrière pratique correcte. Au passage, les anglo-saxons, ils disent best practices. Ils ne disent pas simplement qu'elles sont bonnes, ils disent qu'elles doivent être meilleures que les ordinaires. À quoi servirait-il d'innover si elles n'apportaient pas une amélioration? Le changement pour le changement, ça n'a jamais été une vertu. Et il montre l'intérêt de combiner des méthodologies qualitatives et quantitatives pour produire de telles preuves qui fondent en rationalité de telles recommandations et de telles ingénieries. En tout cas, c'est comme ça que je lis son entreprise. Mais au passage, les limites qu'il pose, notamment aux evidence-based, en disant attention, le problème, quand vous voulez transférer ce qui a marché en laboratoire sur le terrain et quand vous avez des procédures de passage à l'échelle, ça ne marche pas, c'est un fiasco parce qu'il y a de trop grandes diversités dans l'utilisation de ces choses-là. Inadéquation aux circonstances pratiques, a-t-il dit. Pour moi, c'est exactement la même question qui se pose aux outils qui sortent des méthodologies coopératives. Ce n'est pas parce qu'elles ont été conçues dans le cadre d'une méthodologie coopérative en imbriquant. Bien sûr, ça réduit le risque, ça réduit la part. Mais ça ne résout pas du tout ce problème-là. Parce que vous voyez bien le travail d'acculturation qui s'opère entre les enseignants et les chercheurs quand ils collaborent des mois et des mois ensemble pour ne finir par être quasiment inidentifiables, nous a-t-il dit à la fin de son exposé. Vous voyez bien que là, ça veut dire que vous avez des acteurs qui sont des acteurs particulièrement informés de la cohérence de l'artefact matériel qu'ils sont en train de fabriquer. Qu'en est-il de cet artefact matériel quand il circule loin du cercle étroit des co-concepteurs? Et évidemment, ce problème-là, qui est un problème fondamental, et pour lequel nous, on a des réponses qui sont intégrer la question de la diffusion dès le début du processus de conception, et non pas concevoir dans l'entre-soi et après se demander comment on va faire voyager les outils, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Donc là, c'est vraiment une des différences. J'ouvre cette piste-là parce que il me semble que ce qu'il nous a dit sur les ingénieries coopératives, qui sont effectivement passionnantes et qui amènent beaucoup de qualité dans les artefacts, laisse entière toutes les questions de que vont devenir ces artefacts quand, encore une fois, ils vont vivre leur vie loin. Alors, on peut avoir une première phase avec de l'accompagnement, mais vous savez comme moi que l'accompagnement, il va être sur un cercle relativement restreint, puisque ce sera les co-concepteurs qui seront les accompagnateurs. Vous voyez bien le cercle qui va s'agrandir un petit peu, mais on est loin de l'essaimage et de la montée à grande échelle. Donc, il va falloir mettre de nouvelles études pour comprendre ce qui se passe dans les mains de pratiquants ordinaires lorsqu'ils ont entre les mains ces outils de deuxième génération qui ont été co-conçus dans ce type d'ingénierie coopérative. Ce n'est que le début. Ce n'est pas une opposition du tout majeure à ce que vient de dire Gérard. C'est une manière de dire que les critiques qu'on va apporter à une certaine logique applicationniste et
et malheureusement autoritaire des evidence-based, se pose de la même manière, quel que soit le mode de fabrication originel, sauf s'il intègre depuis le début quelque chose qui est un modèle de l'utilisateur final. Et le modèle de l'utilisateur final, ça c'est une notion ergonomique dans les paradigmes de conception des outils, quels que soient les métiers d'ailleurs, de disposer d'un modèle de l'utilisateur, ça veut dire avoir un modèle des pratiques ordinaires. Et je fais le pari, enfin je fais l'hypothèse que les utilisateurs qui sont les co-concepteurs avec les enseignants, avec les chercheurs, ne sont pas des enseignants ordinaires. Voilà. Et que donc, ces conditions extraordinaires qui font que les outils marchent, alors au passage, vous notez le gros intérêt, c'est que ça y est, on est sorti des études purement qualitatives, purement exploratoires, qui ne sont jamais suivies de rien d'autre, on enchaîne les exploratoires sur les exploratoires, là il y a l'idée que quand même, on va vérifier que ça marche. On va vérifier que les élèves apprennent, et on va sortir des outils standardisés, on va se donner les moyens d'avoir des outils beaucoup plus fins pour vérifier que les postures, les attitudes, le rapport épistémologique des enfants aux notions, etc. C'est très très fouillé, c'est très très convaincant, la manière dont il va y avoir dans les premiers temps de conception des dispositifs les moyens de s'assurer que les objectifs didactiques sont atteints par ces élèves-là, dans cette culture de classe-là, et par ces enseignants-là qui ont co-conçu. Puis après, un cercle un peu plus large, et puis après, voilà la question. Donc il me semble que la question de la généralisation se pose et qu'elle doit être intégrée depuis le départ comme une question. Mais évidemment, la méthodologie que nous propose d'une certaine manière Gérard à travers cette idée de preuve culturelle, elle devient vraiment intéressante parce que le croisement de ces approches quanti et quali, de cette approche basée sur les preuves statistiques et les preuves culturelles, pour dire les choses dans les mots de Gérard, a notamment comme ambition de comprendre pourquoi ça marche, et pas simplement de vérifier que ça marche. Et d'une certaine manière, cette finesse qualitative et ces analyses didactiques qui manquent cruellement aux dispositifs expérimentaux des psychologues qui veulent après nous les imposer dans les classes, cette analyse-là très fine permet de comprendre mieux les raisons qui font que ça marche. Au passage, l'essentiel des raisons qui font que ça marche, c'était les raisons qui ont fait qu'on a conçu les outils comme ça. Il ne faut quand même pas être naïf au point de se dire qu'on a besoin d'observer pour savoir pourquoi ça marche. Ça marche parce que quand on a conçu le prototype initial, on avait déjà une revue de littérature sur ce qu'on sait sur les connaissances, les apprentissages des élèves, sur ce qu'on sait des pratiques qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité ailleurs autrement, et on a déjà des connaissances sur l'état du monde que représentent les enseignants tels qu'ils sont, et pas comme on les rêve. Alors si on a tout ça, eh bien, on a des hypothèses sur ce qui pourrait marcher, et après on vérifie que ça marche vraiment au prix des affinements que sont les phases de co-construction que Gérard vient de nous décrire. Donc répondre, analyser finement en observant la mise en œuvre, d'abord par les acteurs de premier plan, puis les acteurs du deuxième cercle, avant d'aller vers ceux du troisième cercle, c'est aussi s'intéresser sur les conditions qui font que ça marche. À quelles conditions? Si les conditions doivent être trop extraordinaires, avec un niveau de formation des enseignants, avec un niveau d'outillage, ou avec une temporalité complètement déraisonnable pour l'emploi du temps des maîtres et l'organisation de l'année de travail. Parce qu'on oublie toujours ça, ça marche, oui, mais on y passe un temps fou qui fait que quand vous l'insérez dans une condition écologique normale, c'est-à-dire dans le fait d'avoir un programme à tenir sur l'année, eh ben, les maîtres disent « je ne peux pas faire ça, ça me prend trop de temps et ça m'oblige d'enlever des choses ». Donc évidemment que la variable temps consacrée à la mise en œuvre d'un dispositif, elle est fondamentale et on sait très bien qu'elle est une des causes majeures, d'abord d'explication des résultats en termes d'efficacité, mais une des raisons majeures du fait de non prise en main des outils par les praticiens ordinaires. Donc évidemment que là, on a un paramétrage tout à fait fin que je crois possible avec la logique des preuves culturelles, en allant regarder finement ce qui se passe vraiment quand on met en œuvre le dispositif qu'on a co-conçu et qui peut avancer de la sorte. Alors, ça va, c'est clair ce que je raconte. Alors, encore une fois, c'est une lecture que je vous propose. Peut-être que je le tire dans le sens qui m'intéresse le plus et que Gérard va dire que j'ai rien compris. On va voir. Mais il me semble que pour terminer, j'ai 3 minutes encore. Il y a évidemment
si là j'ai essayé de trouver tout ce que je trouvais de positif, je vois des dangers. Je vois des dangers, non pas dans ce que nous a dit Gérard aujourd'hui, mais dans ce qu'il avait écrit avant, parce que je sens bien qu'une partie des collègues qui répugnent à aller se frotter à la mise à l'épreuve du fait que ce qu'ils croient bon est bon, et qui hésitent à aller se frotter à l'évaluation des effets, et à aller voir si les élèves vraiment apprennent, et apprennent mieux qu'autrement. Parce que, encore une fois, la question, c'est l'amélioration. Qu'ils apprennent, ça semble assez légitime, on leur enseigne, ils apprennent. C'est bien rare que le fait qu'on leur enseigne fasse qu'ils en sachent moins après qu'avant. La question, c'est pas ça, c'est de savoir si ça vaut le coup de faire autrement pour qu'ils apprennent mieux. Best practices. Est-ce qu'il y a une amélioration? C'est quand même la thèse majeure. Donc ça, je sais bien qu'on a des communautés qui répugnent quand même à aller voir. J'ai fait ça en didactique du français. Sur 10 ans, dans les 5 domaines principaux, 250 publications scientifiques de référence. Sur les 250, sur la période 2011-2020, 19 portent sur la question de l'effet des pratiques pédagogiques sur 19 sur 250. Toutes les autres évacuent, alors font des études qui vont permettre d'aller faire des mesures d'effet. N'empêche que pendant le même temps, les formateurs, ils passent leur temps à prescrire à tour de bras, sur la base de convictions intimes, peut-être des preuves culturelles, consensuelles dans leur doxa de formateurs. Mais là, la question de la fiabilité, Gérard a dit, toutes les preuves sont faillibles, mais il y en a qui sont peut-être encore plus que d'autres. Enfin, ça vaut le coup d'aller voir. Et évidemment, ce qui serait danger, c'est de dire l'exemple fait la preuve. On le sait bien, puisqu'on l'a vu, ça existe. Depuis quand le jugement d'existence deviendrait une preuve culturelle? La preuve du pudding, Engels, on va y aller doucement quand même. Hein. Si ça marche, c'est que c'est vrai. Si ça marche, à quelles conditions, dans quel contexte, avec qui, etc. Le pudding en question, c'est pas bien sûr qu'il voyage là, au-delà de la classe. Donc évidemment que là, le fait que ça existe et le fait qu'il y ait des emblématiques sont des vecteurs de compréhension, de circulation des propositions, mais ils ne sont pas, de mon point de vue, suffisamment fiables pour pouvoir étayer. Et là, il va falloir garder cette vigilance. Et c'est évidemment des recherches récentes qui prennent cette ambition de tenir en même temps le quali et le quanti, et d'aller voir à la fois si c'est bien la mise en œuvre qu'on imaginait, mais aussi si ça produit chez les élèves un certain nombre d'éléments comment dire, solides. Je vais arrêter là, j'avais 15 minutes, j'en reste à ces premières réactions. Ce qu'a dit Roland était très généreux et très pertinent de mon point de vue. Alors, il se disait, est-ce que je donne une vision de l'exposé, mais est-ce que ça a un sens par rapport à l'exposeur? Et réponse oui, ça a tout à fait un sens. Je pense que la description qu'il a faite du travail que j'ai exposé était tout à fait en consonance, quoi, hein. Donc, aucun problème là-dessus. J'aurais juste à ajouter peut-être deux choses. C'est que, je pense qu'il a tout à fait raison d'insister sur le fait que d'intégrer dès le début, avec, comme il le dit, le modèle de l'utilisateur final, le professeur, la personne qui va travailler sur le dispositif, quel que soit. L'énoncé là est très général, même si on apprenait des dispositifs de menuiserie, etc. Donc je pense que c'est très important. C'est ce qu'on a fait d'une certaine manière dans DEC, puisque dès le début, on a travaillé avec un groupe expérimental, mais le groupe expérimental, l'année dernière, on leur a dit, attention, on travaille avec vous, mais l'intérêt, c'est de pouvoir... nous, ce qu'on aimerait, c'est que l'année prochaine, vous fassiez partie de notre groupe de travail. Et on a eu la plupart des collègues qui ont accepté, ce qui est une réussite objective du projet. Il y aura peut-être que celle-là, mais enfin, en tous les cas, celle-là, on l'a eu. Donc, il y a bien cette exigence que met Roland, je la trouve cruciale. Un deuxième point, ça va aller vite, hein, c'est sur les dangers, il a tout à fait raison sur l'exemple.
J'ajoute que dans mon idée, ou dans notre idée, l'exemple, c'est vraiment un exemple exemplaire à la Kuhn. Hein. Et Kuhn, il dit, en fait, un exemple exemplaire, c'est une façon dont un collectif de recherche travaille un problème et parvient à travailler un problème et parvient à en proposer une solution. Donc si on voit les exemples exemplaires comme ça, et non pas comme une sorte de ça marche, la preuve, c'est que regardez là-bas, dans telle région, il y a quelque chose qui se fait, ça peut d'une certaine manière prévenir ce danger, ce danger dont parle Roland, mais en fait, il a tout à fait raison en fait, de prévenir ce danger, surtout que je crois aussi qu'il a tout à fait raison de dire que nos communautés de recherche sont relativement rétives à cette mise en lien entre le, le statistique et le culturel, ou le qualitatif et le quantitatif, si on veut dire les choses comme ça. Juste un dernier point, tu as parlé, Roland, de professeurs ordinaires, mais c'est sûr que ça existe, ça a un sens tout à fait réel. D'un autre côté, quand on me parle de professeurs ordinaires, de professeurs ou de chercheurs, j'ai toujours en tête le fameux mot de Spinoza, vous savez, on ne sait pas ce que peut un corps. Et j'ajouterais, on ne sait pas ce que peut un professeur, ni un chercheur d'ailleurs. Et il me semble qu'il faut à la fois prendre en compte les personnes telles qu'elles sont, grâce à une étude très fine de l'état des lieux, comme tu le disais, de qu'est-ce que c'est comme professeur dans sa classe aujourd'hui, et en même temps chercher, et ça c'est une question vraiment politique, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus, et chercher à faire en sorte que le professeur devienne de plus en plus capable et le chercheur devienne de plus en plus capable de se comprendre mutuellement, de travailler collectivement pour produire des dispositifs. Voilà, en tous les cas, encore merci pour cette réaction. On a préparé quelques questions. Alors la première s'ancre vraiment dans le contexte du groupe A10 qui rassemble didactique des langues et didactique des sciences. Donc la question c'est donc autour de cette idée de la preuve, dans quelle mesure cette preuve est associée à des communautés de recherche ou des communautés de pratique. Alors je reformule un peu. Je pense que c'était Gérard hein, qui parlait de voilà, pourquoi est-ce qu'une pratique correcte est considérée comme correcte. Donc il y a la question de la qualité de la pratique. Il y a la question de l'évidence d'efficacité. Et donc, la réponse à cette question, pourquoi une pratique correcte est considérée comme correcte, est-ce que la réponse à cette question est forcément ancrée, probablement, dans des communautés de recherche et des communautés de pratique? Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut embrasser dans une même réflexion cette question en didactique des langues et en didactique des sciences? C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, est-ce qu'on se trompe? Et pourquoi je pose cette question? Enfin, c'est évident, au sens où les objets de savoir sont tellement différents. Et donc, si la pratique en question, donc pourquoi une pratique correcte est considérée comme correcte, si la pratique en question est une pratique langagière, est-ce qu'il y a une différence fondamentale avec la pratique qui serait correcte en didactique des sciences, qui ferait qu'on ne pourrait pas embrasser les deux dans la même réflexion? Et reformuler encore différemment en ayant écouté ce que vous disiez, la question de pourquoi ça marche, et là c'était Roland cette fois, il disait voilà, pourquoi ça marche, et donc qu'est-ce que ça veut dire en didactique des sciences, marcher, et qu'est-ce que ça veut dire en didactique des langues, marcher, et est-ce qu'on peut encore une fois embrasser ce questionnement d'un regard comme on essaie de le faire, voilà. Donc l'un ou l'autre, si ça vous inspire cette question. Je peux dire un mot d'un point de vue comparatiste, quoi, en quelque sorte, là, puisque c'est vraiment la question. En fait, sur la question que tu posais, c'est
est-ce que c'est associé, une preuve est associée à des communautés de recherche, des communautés de pratique, une preuve culturelle, hein? Alors la réponse c'est oui, puisque la preuve culturelle, c'est la preuve qui permet d'orienter son action. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de preuve culturelle, il n'y a pas de possibilité de garantir, comme disait Dewey, et d'orienter l'action. Mais dans ce travail-là, il y a un apport vraiment fondamental de... Bon, il faudrait que le travaille encore, mais de Polanyi, hein, qui dit, en gros, dans toute activité humaine, il y a une connaissance tacite qui est fondamentale. Et Polanyi, il prend ces exemples d'abord dans la physique, en chimie, etc., etc., en botanique, etc. Comment on fait une classification, par exemple. Et on peut regarder de ce point de vue la question de la preuve culturelle chez les scientifiques, elle est pleine. Donc, pour revenir à la deuxième partie de la question, comme comparatiste, la réponse à cette question est oui et non. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est-à-dire que à un certain niveau de générosité, il est extrêmement important d'investir. Les sciences et la langue, c'est la même chose. Et à un certain niveau de spécificité, c'est très différent. Et le jeu, pour moi, on gagne à se prévenir, à maintenir une dialectique entre spécifique et générique, c'est-à-dire à dire, bon, sous une certaine description, il y a des phénomènes communs, il y a des choses communes, il y a des faits communs, et puis sous une autre description, il y a des spécificités. Et on risque de se noyer soit dans la généricité qui devient une généralité, soit dans la spécificité irréductible, si on n'établit pas cette dialectique. Donc je trouve que votre projet, de mon point de vue, est tout à fait viable et pertinent. Comment savoir si ça marche? Je dirais si l'objectif didactique qui avait été défini est atteint dans les conditions prévues. Et moi, il me semble que dans les recherches que Gérard évoquait, il y a effectivement quelque chose d'assez fin, qui n'est pas juste un niveau de performance finale des élèves, mais bien leur implication dans l'activité, la nature des opérations intellectuelles et langagières qu'ils mettent en œuvre, en gros, l'épistémologie qu'ils manifestent, enfin, le fait que les modes de raisonnement qu'ils emploient sont autant d'indices dans un accord interjuge entre les chercheurs et les enseignants sur le fait qu'il se passe bien chez les élèves ce qui était attendu en termes d'objectifs. Évidemment, si on ne sait pas ce qu'on attend, la question de ça marche, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient actifs, ils étaient mobilisés, ils ont bien participé. Bah, généralement, le niveau... Mais là, ce n'est pas ça. Hein. Là, on parle bien d'un ça marche, je dirais, didactique. Voilà, ça serait ma réponse. L'autre sur... cette question de qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun et de spécifique, c'est la grande question qui nous travaille. Je vais prendre un exemple exemplaire. Je ne sais pas si Gérard va le juger comme ça. Alors c'est peut-être une anecdote, mais pour moi, elle m'aide à raisonner votre question. Dans un travail que nous avions fait notamment avec Claire Margolinas à Clermont-Ferrand, didactique du français, didactique des maths. Moi, je suis allé présenter cette recherche dans une école d'été de didactique des mathématiques. Dans cette école d'été, je présente le premier jour la séance de lecture de la maîtresse de cours préparatoire et j'en fais une analyse didactique avec l'outillage dont je disposais pour leur expliquer quelle méthodologie, quel concept, pour analyser une séquence didactique en français. Le lendemain, j'amène la vidéo de la même maîtresse qui travaille avec les mêmes élèves au même moment, mais en mathématiques. Je leur montre les 7 premières minutes de la séance et je coupe et je leur dis « Et à votre avis, il va se passer quoi maintenant ?» Ils sont didacticiens des mathématiques, ils sont sur un truc de numération avec un carré, je ne veux pas, enfin, ça va. Ils rigolent. Donc, ils me font des propositions sur qu'est-ce qui va se passer. Et ils ont tout juste. Ils savent très bien ce que va faire la maîtresse. Sauf que, évidemment, l'intérêt du TD, ce n'était pas de savoir s'ils avaient juste, c'était de savoir comment ils avaient su que la maîtresse allait faire ça. Et on a listé tous les éléments qu'ils mobilisaient pour être sûrs que, moyennant 10 $ sur la table, ils étaient prêts à mettre ces 10 $ sur le fait que leur hypothèse était la bonne.
Et donc, quand vous mettez 10 $ sur la table, là, vous avez un niveau de motivation externe qui monte, et les arguments se livrent. Sur les arguments, quand après on fait une analyse, non pas de la réussite, mais des arguments mobilisés, 3 étaient spécifiques à la situation didactique, 7 venaient de ce qu'ils avaient compris des schèmes professionnels de cette maîtresse-là, tels qu'ils avaient été analysés la veille dans la leçon de lecture. Donc voilà, ma réponse, ce serait 7-3. Je parle d'enseignants polyvalents du premier degré, dans lesquels je pense que oui, il y a des schèmes professionnels organisateurs d'une manière de faire classe, qui ont évidemment des aspects communs, et qui, du coup, quand on est du côté de la qualité, ont certainement aussi des éléments et des traits partagés entre les différents enseignements disciplinaires, même si le thème de cette école d'été d'éthique et mathématiques, c'est « chez nous, c'est pas pareil, c'est didactique, c'est spécifique au savoir en jeu ». Ben, c'est pour une part spécifique au savoir en jeu et pour une part générique. Alors après, enfin voilà, c'est moi comme ça que je raisonne ce genre de questions. Oui. Avant de passer la parole à ma collègue, donc je me dis effectivement, j'entends qu'il y aurait une mesure de qualité commune, même si les objets de savoir sont peut-être radicalement différents. C'est intéressant. On ne peut pas l'exclure complètement. Ouais. Et du coup, je rebondis un petit peu sur cette idée de, même si ce n'était pas ma question à l'origine, mais de schèmes organisateurs, hein, s'ils sont propres à la pratique professionnelle, et donc on peut supposer aux individus, enfin, je laisse une question en suspens, mais ça me ramène un peu à la question de qu'est-ce qui fait preuve et pour qui, que tu posais tout à l'heure, Roland, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre la manière dont le professionnel organise sa pratique ou les schèmes organisateurs de la pratique et ce qui peut faire preuve, non pas à l'échelle d'une communauté, mais à l'échelle de l'individu. Et je pense à ça parce que Gérard disait qu'il n'y avait pas nécessairement aujourd'hui bien défini de connaissances pratiques des enseignants comme ça peut l'être dans d'autres professions. Et du coup, je me demande, dans ce contexte, si je peux me permettre d'aller au bout, parce que je vais reboucler avec ce que j'avais en tête au départ, c'est la question de l'échelle finalement. À quelle échelle on situe ce qui fait preuve ? Donc ça, c'est une première question qui ne me semble pas complètement déconnectée de cette question de l'individu et des schèmes organisateurs de la pratique. Et puis, sur le qu'est-ce qui fait preuve, on voit bien qu'il y a une volonté, vous en parlez tous les deux, de concilier... alors, on a parlé d'approche qualitative, approche quantitative, approche statistique, preuve culturelle. Au-delà de la volonté d'articuler... Moi, je me pose la question, et je vous pose la question de la manière dont comment pourrait s'organiser la recherche, ou comment la recherche s'organise pour que cette articulation, ce dialogue, soit possible et fécond, sachant que derrière le fécond, il y a la question de pour qui ce serait fécond, c'est-à-dire pour qui ça ferait preuve, à nouveau, et je pense que vous le disiez, hein, la preuve n'est pas la même, pas de même nature, ou on n'a pas les mêmes attentes selon qu'on est du côté du conseil scientifique, du côté des communautés enseignantes, du côté des chercheurs en éducation. Et du coup, finalement, je me pose la question de est-ce qu'on a une idée de la manière, d'une bonne pratique finalement, ou d'une pratique féconde d'articulation entre recherche fondée sur les preuves culturelles et recherche fondée sur les traitements statistiques, qui peuvent être pré-post-test, mais qui peuvent être complètement autre chose aussi. Voilà, donc je pense que tout ça renvoie à la question globale de pour qui finalement a-t-on besoin de se donner des critères ou d'assurer la robustesse de nos résultats, et qu'est-ce qui permet d'asseoir cette robustesse, et pour qui. Parce que, juste, excusez-moi, pour finir, j'ai quand même été frappée de la quatrième et la cinquième dimension d'amélioration dont tu parlais, Gérard, à l'instant, d'amélioration de l'efficacité de la séquence conçue dans le cadre de la recherche coopérative. Et il y avait l'idée de cumulativité. Je me suis demandé si c'était vu à l'aune de
de la réplication en situation ordinaire, si tant est que ce terme ait un sens au plan générique, mais parce que, comme le disait Roland, et je voulais juste peut-être terminer là-dessus, j'ai l'impression, en tout cas, pour ce que je connais, c'est-à-dire la didactique des sciences, qu'on souffre beaucoup d'une cumulation, non pas de réplication d'études de cas qui pourraient être faites dans N contextes pour voir les variabilités et les similitudes, mais on a des sommes d'études de cas, en fait. Je l'assume complètement, hein, je fais partie de cette communauté, et voilà, on a des expérimentations qui sont très peu répliquées. C'est très rare qu'un chercheur aille prendre une publication en disant ah bah tiens, moi je vais recommencer dans un autre contexte, sur un autre terrain. Et pour autant, les premières heures de la recherche en didactique des sciences, ça a été précisément une recherche de robustesse par l'accumulation et la répétition, puisque c'était tous les travaux qui ont porté sur la caractérisation des manières de raisonner, et notamment ce qu'on a appelé les conceptions. Et on a perdu en fait cette habitude de répliquer, de refaire, ce qui ne dérange pas du tout les chercheurs en sciences dures en fait, de reprendre du signal et de retraiter du signal. Et nous, on prend du signal une fois et on est très content avec ça. On a des théorèmes d'existence, comme tu le disais, enfin j'appelle ça comme ça. L'expression n'est pas de moi, elle est d'Aline Robert, je lui rends hommage, didactique des maths. On a des théorèmes d'existence, mais au fond, ce ne serait pas noble en fait de refaire une. Voilà, je suis désolée, il y a plein de choses dans ma question, mais c'est vraiment cette question de la généralité et de est-ce que finalement on va pallier ces difficultés en organisant, en articulant recherche quali, recherche quanti. Moi je veux bien commencer cette fois, et puis après Gérard il continuera s'il est d'accord. Bon. Je suis là, j'ai le micro. Y a trop de choses, je peux vraiment pas partir dans toutes les directions, mais en tout cas, je vais réagir à deux ou trois qui me parlent. C'était un peu la réticence tout à l'heure de Gérard sur ma formule de prof ordinaire, qui est reprise là. C'était par rapport, on va dire, à des profs qui travaillent dans des conditions ordinaire au sens non extraordinaire dans les conditions d'accompagnement, de compagnonnage avec les enseignants-chercheurs, etc. Voilà. Déjà, c'était ce premier niveau-là de ordinaire, non extraordinaire. Mais si on va vers une autre vision, c'est qu'est-ce qui est partagé par une profession ? Qu'est-ce qui est partagé? C'est-à-dire que l'hypothèse, là, des schèmes professionnels, c'est qu'effectivement, une partie de ces schèmes professionnels, bien sûr qu'il n'y a pas de profs qui sont les mêmes. Bien sûr que c'est toujours singulier, bien sûr que c'est toujours autrement, autre chose, d'autres élèves, une autre classe, une autre année, un autre professeur. Tous les profs vous disent ça. Et puis vous retournez les voir 10 années de suite, au même moment de l'année, etc., et vous les voyez faire à 90%, à 95% la même chose, même si la variation des élèves était... Les élèves étaient singuliers, mais ils avaient quand même de gros organisateurs qui font une stabilité. Donc cette stabilité intra-individuelle, elle est aussi une stabilité inter-individuelle. Quand on fait des études à grande échelle, on voit qu'il y a des organisateurs qui sont vraiment des organisateurs très présents, très prégnants. C'est ce que d'autres, dans d'autres domaines, vont appeler un genre professionnel, c'est-à-dire un ensemble de schèmes sociaux partagés. Donc je pense que si les études, dans la logique des conservatoires et des observatoires des métiers, étaient plus poussées, on aurait une meilleure cartographie de ces schèmes professionnels qui sont relativement partagés, même si, encore une fois, il n'y a pas deux enseignants qui sont les mêmes, et s'il y a beaucoup de variations contextuelles et personnelles. Et c'est évidemment autour de cette idée-là, de ce qui peut être partagé. Au fond, faire science, pour moi, c'est d'abord chercher des régularités. Et c'est parce qu'on identifie les régularités qu'on est capable d'affiner sur les études de singularité. Mais ça veut dire quoi, commencer par la singularité, alors qu'on n'est même pas capable de dire qu'est-ce que ça serait un développement normal d'une compétence professionnelle, par exemple. Voilà. Donc, c'est dans cette logique-là que moi, j'imagine l'activité scientifique, comme celle d'abord d'une recherche de régularité. Et donc, qu'est-ce que les enseignants de ce corps, dans ce qu'ils partagent, tiennent pour vrai ?
Alors oui, ce sont des croyances, ce sont des convictions, mais c'est sans doute là, derrière cette vision-là d'un schème professionnel, de ce qui est tenu pour vrai en termes d'invariant opératoire, que se situe sans doute ce que Gérard recherche quand il cherche cette notion de pratique, de preuve culturelle, avec un consensus, dit-il, entre les acteurs qui statuent sur la validité d'une preuve culturelle. Voilà, moi ça serait mon raisonnement. Et je termine sur 2 petits points. La question des échelles sur les évaluations, évidemment, c'est d'abord des échelles de quelle est la taille des effets, et là on a des outils statistiques quand même pour essayer de voir quel est le poids. Ça existe, oui, mais qu'est-ce que ça pèse? C'est quand même un petit peu ça la question qu'il ne faut pas perdre de vue. Et la deuxième, c'est à quelle temporalité? Est-ce que c'est un effet à court terme, un effet durable, et quelle possibilité de transfert? Est-ce que c'est dans des situations analogues, ou est-ce qu'il y a une possibilité de remobilisation dans des situations qui s'éloignent de plus en plus de la situation dans laquelle la notion a été introduite? Voilà les 3 grands paramètres qui, à mon avis, font qu'on peut affiner la granulosité de l'évaluation. Quant aux statistiques, le fait qu'une preuve statistique, aujourd'hui l'hégémonie des evidence-based nous font croire que les seules preuves statistiques, c'est des preuves effectivement au terme d'approches expérimentales randomisées, ça c'est quand même une grosse farce. Il y a d'autres outils statistiques où, par exemple, on n'intervient pas sur l'état des pratiques. On a mené ici une grande recherche sur le lire-écrire en passant des heures à filmer 130 mètres pendant une année, voire une deuxième année, et en faisant des analyses multiniveaux avec des analyses de régression pour avoir des parts de variance expliquées. Mais désolé, on trouve un certain nombre de résultats dans ces épreuves quantitatives, par exemple, qui nous ont permis de montrer que les maîtres qui enseignaient les correspondances graphème-phonème au début du cours préparatoire sur un tempo trop lent pénalisaient leurs élèves. Personne, éthiquement, aurait choisi de faire un groupe où on a fait du rapide et d'autres du lent pour vérifier que les lents étaient bien plus mauvais que les rapides. Mais il se trouve que dans le monde tel qu'il est, il y avait des gens qui avaient des planifications rapides et lents. Donc, c'est quoi? C'est apprendre de la diversité, c'est des méthodologies statistiques que du Rubella et les autres en sociologie manipulent depuis des années. Les économistes manipulent. Bien sûr, Esther Duflo en économie a réinventé les essais randomisés sur des peuplades à qui on donne des moustiquaires et les autres on ne donne pas de moustiquaires, et on regarde, les uns on les leur donne, les autres on les leur fait payer, et on regarde lesquels s'en servent le plus. Est-ce que le fait de faire payer? Donc on manipule effectivement des variables en économie aussi, dans des plans expérimentaux. C'est possible, donc en pédagogie aussi on peut le faire, mais ce n'est pas la seule approche statistique pour arriver à extraire de la diversité du réel un certain nombre d'organisateurs qui eux-mêmes ont une influence sur la qualité. Nous on a fait la preuve, et c'est pas farfelu à ce point que les résultats de cette recherche énorme, qui fait référence en didactique du français, eh bien la DGESCO les a repris à son compte et le Conseil scientifique les a repris à son compte, parce que ça rentrait dans leur cohérence et dans leur idéologie. Et une autre partie de nos résultats qui ne correspondaient pas à leurs exigences sur les sujets, ils les ont simplement oubliés. Donc là, bien sûr que c'est la dernière question, et j'arrête là. Bien sûr que c'est à qui? Qu'est-ce qui va en être fait? Rien ne nous garantit que la qualité, la robustesse de nos preuves va inspirer de manière positive nos dirigeants qui ont envie ou pas d'entendre. Je viens d'être auditionné par la commission culture de l'Assemblée nationale au mois de novembre dernier. Je peux vous dire qu'il y a une partie des réponses qu'ils ne voulaient pas entendre parce qu'elles ne rentraient pas dans ce qui était déjà l'idée qu'ils se faisaient du rapport final. Donc là-dessus, on n'est pas naïf, hein, du tout. Quelques points. D'abord, je trouve que dans ce qu'a dit Roland tout à l'heure, l'exemple exemplaire de l'école d'été de didactique des mathématiques là, est vraiment, comment dire, il est destiné, à mon avis, il a un grand avenir, il faudrait le promouvoir effectivement comme exemple exemplaire. Il y a 30 ans, alors on oublie, hein. Et donc voilà, c'est tout à fait intéressant. À plus d'un titre, je vais continuer pour revenir à la question, aux questions de Cécile. Effectivement, moi, je consonne avec cette idée que on travaille avec les professeurs pour savoir ce qu'est cet ordinaire, pour savoir quelles sont ces conditions de l'ordinaire, pour savoir comment les dépasser. On a un travail de type encyclopédique à faire. C'est-à-dire, quand on demandait à d'Alembert et Diderot ce qu'ils faisaient, ils disaient qu'en fait, ils voulaient représenter les pratiques humaines, hein, ils voulaient expliciter comment les gens pratiquent. Ce n'était pas simplement d'écrire des mots dans un dictionnaire, comme vous le savez.
Alors, bon, malheureusement, on n'est pas Diderot et d'Alembert, nous-mêmes, nous ne sommes que de pauvres êtres humains, mais je crois que collectivement, ça vaut vraiment la peine de se lancer dans cette cartographie, dans ce répertoire, dans ce conservatoire, etc., du métier, tout ça au sens très fort. Sur la question que tu poses, Cécile, moi, il me semble que le cœur du problème, c'est quand même un problème infrastructurel. Je suis vraiment frappé par le fait que tout ça, le dernier exemple de Roland, là, avec des résultats pris positivement, d'autres ignorés dans une recherche donnée, le montre bien, c'est que tout ça dépend d'une organisation de la recherche en éducation en France qui, de mon point de vue, est absolument insuffisante. Et je précise, des relations entre la recherche, le gouvernement de l'école et l'école. Les relations sont terriblement défectueuses. Je me souviens avoir participé un jour à la production des programmes d'enseignement de l'école élémentaire, et j'avais dit dans le collectif dans lequel nous étions, j'avais dit ça serait vraiment bien si on pouvait imaginer que les programmes soient simplement des indications, que ces indications soient concrètement exemplifiées dans des pratiques, que ces concrétisations exemplifiées soient données partout, urbi et torbi, dans les circonscriptions, par exemple, pour le premier degré, et qu'ensuite il y ait un mouvement de retour qui, petit à petit, lentement mais sûrement, modifie. Et à l'époque, il y avait un inspecteur général qui m'avait dit, dans sa grande sagesse et dans son infinie préscience, il m'avait dit « Ah, ce que vous dites, c'est vraiment génial, mais rassurez-vous, ça n'a aucune chance de marcher. » Parce que lui connaissait l'institution. Donc là, on est dans un monde quand même où c'est très difficile de faire bouger les choses et c'est très difficile de faire en sorte que les choses ne se désagrègent pas. Et récemment, on a pondu ou commis un manifeste dont j'ai dit quelques mots. Et dans ce manifeste, on plaide pour la construction d'un INERE, c'est-à-dire un INSERM pour l'éducation. Chose qui n'a jamais existé, par exemple. L'INRP était un établissement public à caractère documentaire. Ce n'était pas un établissement public de recherche. Et ensuite, il a été remplacé par l'IFE, qui était une composante d'une université. Donc, vraiment, on est en train de se poser des problèmes qui sont cruciaux, mais dont il faut bien voir que leur travail et leur règlement réclameraient une politique avec un grand P de l'éducation et des rapports entre la recherche et l'éducation radicalement différentes. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas nous affairer, ce n'est pas une raison pour ne pas tenter de faire avancer les choses, mais il faut être, je crois, bien conscient de là d'où viennent les difficultés. Et juste un dernier point, effectivement, les statistiques, ce n'est pas que les essais contrôlés randomisés, il y a des statistiques du type de celles que Roland évoquait. Ce qu'on s'est donné pour but, par exemple, aussi d'Andex, c'est de, in fine, parvenir à, d'une certaine manière, mathématiser certaines preuves culturelles, ce qui n'est pas gagné d'avance, évidemment, et qu'on puisse ainsi mettre en correspondance des modèles mathématiques des résultats de progression des élèves avec des modèles mathématiques de preuves culturelles sans limiter les preuves culturelles à ces modèles mathématiques, évidemment. Donc, il y a plein de façons de travailler avec les statistiques, et en particulier, il y a les façons de... Enfin, je dis encore un mot là-dessus. Il y a une vision condorcétienne du nombre, dans laquelle les nombres sont faits pour aider la vie bonne. Et puis, il y a un livre fameux de Alain Supiot, professeur au Collège de France honoraire, qui s'appelle « La gouvernance par les nombres », et qui montre à quel point les nombres ont détruit la politique.
la gouvernance par les nombres a détruit la politique, au sens de on va travailler, discuter collectivement ensemble les problèmes de la cité. Donc il y a un travail à faire sur ce que sont les nombres et la quantification pour la vie bonne qui est crucial et qu'on ne doit pas laisser aux seuls zélateurs de la gouvernance par les nombres. Et juste un point, tu disais, c'est quelque chose qui me paraît très important, c'est la question de la réplication. On sait bien aussi qu'en sciences de la nature, ça n'a quand même pas de soi la réplication, hein, malgré tout. Mais c'est vrai que on est, en t'écoutant, il me revenait cette phrase de Passeron qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais petit. C'est dans le raisonnement sociologique, il écrit « L'œcuménisme ne fait pas le paradigme ». Eh bien, dans nos recherches, on essaie il y a des choses qui s'assemblent, qui sont peut-être dans une forme d'œcuménisme, mais il nous manque d'une certaine manière furieusement le paradigme, c'est-à-dire des traits suffisamment communs pour que quand Monsieur X fasse une recherche et Madame Z fasse une recherche, ils puissent dialoguer ensemble et avancer dans une direction commune. Mais je termine là-dessus et je boucle là-dessus. Ça, c'est en grande partie dépendant de l'infrastructure générale dans laquelle, si j'ose dire, on nous oblige à travailler. Alors oui, peut-être juste pour rebondir là-dessus, c'est Gérard, je crois que tu as parlé de nécessité épistémologique du travail sur la preuve, je pense. Hein. Effectivement, je me dis qu'il y a une tension entre la nécessité épistémologique du travail sur la preuve et puis une nécessité pour les chercheurs qui sont évalués d'affichage institutionnel de la preuve, avec donc une tension entre les deux. Donc est-ce qu'il y a des ruses à adopter avec d'un côté des preuves qu'on affiche et ensuite les preuves qui répondent à cette nécessité épistémologique. Enfin voilà, je ne sais pas si vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Mais... Ce que tu dis là, Joséphine, ça me fait penser à un fait ça me renvoie à une discussion qu'on a eue ce matin sur le fait que, par exemple, quand on fait certains types de recherches, on a tendance à être compté pour menu fretin dans l'institution, quoi. Tout ce qui est justement de l'ordre de certaines... les exemples ne manqueraient pas. Et le fait, par exemple, que on a l'impression que travailler de manière coopérative, ou collaborative, comme on voudra selon son vocabulaire, c'est une manière comment dire, de mettre à mal la qualité de la recherche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint ta question. C'est quand même, si quelqu'un voulait travailler sur un élément du réel connu, un élément du réel, sans avoir le moindre commerce, la moindre interaction avec cet élément du réel, on lui dirait quand même, mais monsieur, vous voulez être, ou madame, vous voulez être un spécialiste des cerisiers, mais vous n'avez jamais travaillé de près ni de loin sur les cerisiers. Vous ne sauriez même pas en reconnaître un si vous en voyiez un d'entendre. Vous confondriez le cerisier avec le chêne. Bon. Eh bien, quand on fait de la recherche en éducation, par exemple, on fait de la recherche sur l'action de professeurs. Donc, comment ne pas considérer que si on arrive à établir un rapport puissant d'enquête avec le professeur, nécessité donc épistémologique d'une preuve reconnue, de preuve culturelle reconnue, comment ne pas penser que si on arrive à faire ça, on va produire des choses qui seront intéressantes en soi, et qui ensuite seront soumises, comme on le disait, comme le reprenait Roland, à fiabilité, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Donc voilà ce que j'ai à dire. Sur ce point, j'entends dans ta question la stratégie de gens qui sont en pleine activité de recherche et qui doivent, comment dire, circuler sur le fil du rasoir pour atteindre une certaine légitimité.
c'est difficile et c'est renvoyé d'une certaine manière à des stratégies individuelles. Encore une question d'infrastructure générale de la recherche et des relations entre recherche et profession, d'une certaine manière.